Bonjour et bienvenue à tous, y compris ceux qui vont regarder ce webinaire sur YouTube plus tard. Je m'appelle Grant Emery et je suis membre du comité exécutif de leur séminaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, leur séminaire s'appuie sur les principes de l'Évangile pour former les futurs dirigeants de la société et de l'Église. Il favorise le développement spirituel, professionnel et intellectuel des jeunes saints des derniers jours d'Europe. Les participants interagissent avec les mentors lors des conférences, des webinaires et d'activités locales axées sur l'Évangile et la carrière, afin de les inspirer et de leur donner les moyens d'avoir un impact positif sur l'Église et sur le monde. Nous aimerions bien commencer notre webinaire avec une prière et c'est moi qui vais le faire aujourd'hui. Notre très cher Père Céleste, nous te remercions de l'occasion que nous avons de nous réunir et de nous aider à grandir notre compréhension. Nous te remercions de de l'occasion que nous avons d'entendre cette présentatrice et d'apprendre plus sur l'impressionnisme. Nous te prions de bien nous aider à avoir un esprit ouvert pour continuer à savoir la beauté du monde que tu as créé. Et voici la prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, avant de vous présenter notre présentatrice, je tiens à vous informer que les candidatures pour notre séminaire annuel sont ouvertes. Cette année, nous, nous allons nous réunir du 26 au 29 août à Genève. Nous accueillerons divers panels et intervenants sur le thème Le meilleur reste à venir. Pour plus d'informations et pour postuler, rendez-vous sur euroseminar.org et les candidatures seront ouvertes jusqu'à fin mai. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre présentatrice. Carole Berthier est bibliothécaire diplômée en histoire de l'art. Elle a travaillé au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Aujourd'hui, elle nous fera découvrir l'impressionnisme. J'invite tous les participants aujourd'hui à mettre vos questions dans le chat au cours de la présentation et on s'y adressera à la fin du webinaire. Je vous prie tous de rester muets afin de ne pas distraire de la présentation. Et Sir Berthier, je vous laisse les paroles. Carole, si tu... Un petit souci technique, mais c'est en train de OK, se résoudre. OK. Au moins qu'il n'y a pas de problème d'audio, ça va. Non, ça va, merci beaucoup. Très bien, alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le mouvement impressionniste. Et je ne vais pas vous parler de l'histoire de l'impressionnisme parce que c'est quelque chose d'un peu complexe et je n'ai qu'une heure, donc je vais faire vraiment une synthèse plutôt des techniques impressionnistes pour que vous compreniez bien cette période de la peinture. Alors ici, nous allons commencer par le contexte historique qui sera brièvement abordé. Je vais donc vous dire qu'ici, nous avons une peinture de Fontaine-Latour où nous voyons nos jeunes impressionnistes à leur début. C'est en 1862. Ils se rencontrent dans des ateliers parisiens. Et nous avons ici Édouard Manet qui est au chevalet. Il va devenir le chef de file des impressionnistes, même s'il n'était pas un peintre de technique impressionniste à ses débuts, mais je vous expliquerai pourquoi. Vous connaissez certains de ces peintres impressionnistes, vous connaissez Monet, Sisley, Renoir, etc. Ce sont des peintres qui n'ont pas du tout un style académique. À cette époque-là, le style académique, c'était Thomas Couture, c'était les Romains de la décadence.
C'est un style qui était très apprécié à cette époque. Historiquement, nos impressionnistes, j'ai oublié de vous les situer, ils vont être sous Napoléon III. Après, ils connaîtront la Commune et ils connaîtront la Troisième République. Thomas Couture, c'est un style qu'on appelle le style pompier. Alors, ce n'est pas flagrant dans cette peinture, puisqu'il n'y a pas de casque rutilant, mais les peintres de cette époque aimaient bien peindre l'Antiquité et des soldats avec des beaux casques argentés. Vous verrez ce tableau au musée d'Orsay, il est immense, il est tout de suite à l'entrée quand on vient visiter le musée. C'est un style très académique, c'est-à-dire qu'il ne dégage pas un sentiment de simplicité comme vous pouvez le voir. C'est beaucoup basé sur l'Antiquité et vous allez comprendre aisément que nos jeunes peintres, eh bien, ils sont en désaccord complet avec ce type de peinture et du coup, ils ne peuvent pas intégrer les salons officiels parce qu'ils sont régulièrement refusés dans ces salons. Ils vont donc ouvrir leur propre salon qu'ils vont appeler le salon des refusés. Lors de ce salon, un critique passe devant une œuvre de Claude Monet qui s'appelle Impression Soleil levant. Et ce critique aurait dit, impression, voilà que ces messieurs font de l'impressionnisme. Alors bien sûr, c'était tout à fait moqueur, mais nos jeunes impressionnistes, ben, ils ont trouvé que c'était très très bien et ils ont gardé ce nom et ils ont lancé ainsi le mouvement impressionniste. Alors, moi, je ne crois pas en art, en tout cas à la génération spontanée. Donc, nous allons voir que avant d'arriver à l'impressionnisme, il y a eu plusieurs écoles de peinture, aussi des techniques qui ont influencé nos jeunes peintres. Alors, tout d'abord, nous allons passer à l'école de Barbizon. Alors, les peintres de cette école, vous en connaissez certains, Millet, Corot, Daubigny. Ce sont des peintres qui vivent de leur art, en fait. Ils ne se soucient pas du tout des conventions ni du goût du jour. Je vais commencer par le tableau de Millet, Les glaneuses, et vous allez me dire que ce n'est peut-être pas révolutionnaire à votre idée, mais pourtant c'est révolutionnaire parce que ce sont des peintres qui ne peignent plus du tout en atelier. Ils vont peindre directement, pardon, dans la nature. On appelle ça peindre sur le motif. Avant, la différence, c'est que les peintres allaient dans la nature avec leur carnet de croquis, ils faisaient un croquis, puis ils rentraient dans l'atelier et à ce moment-là, ils se mettaient à peindre. Et ça donnait des paysages souvent qui avaient des teintes assez terreuses, c'était pas vraiment le reflet de la réalité. Et alors qu'ici, avec Millet, on voit une vraie nature, on voit une belle luminosité et également des personnages qui sont pris sur le vif. Daubigny, qui est aussi un peintre de l'école de Barbizon, pareillement, là c'est une fin de journée, mais c'est aussi le thème des travaux des champs, c'est un thème qu'ils aiment beaucoup. Et ce qui change fondamentalement quand on peint sur le motif, eh bien c'est la conception de la lumière. La conception de la lumière est beaucoup plus conforme à la réalité. La nature est plus lumineuse qu'on ne croit et les couleurs vont donc être beaucoup plus chaleureuses. J'ai quand même mis Corot parce que même s'il n'est pas un peintre qu'on appelle de l'école de Barbizon, il travaillait quand même côte à côte avec tous ces peintres dans la nature et il peignait souvent aussi sur le motif. Alors c'est un tableau qui aurait pu être très sombre s'il avait été dans une école plus classique, mais il y a quand même, malgré le fait que c'est à l'ombre, une belle luminosité et moi, personnellement, j'aime beaucoup la façon dont Corot traite les feuillages. Une autre chose qui a influencé nos amis impressionnistes, ce sont les progrès techniques. Alors, c'est certain que quand on veut peindre sur le motif,
c'est quand même très intéressant d'avoir de la peinture en tube. Et c'est le début de la peinture en tube qui est tellement pratique à transporter. Ensuite, le chevalet pliable. Alors lui, c'est pareil, il est tellement aussi pratique à transporter. Il y a des bretelles qui permettent de le mettre sur l'épaule et de partir avec dans la nature. Et c'est pas aussi lourd qu'on ne le croit parce qu'il y avait la peintre Berthe Morisot qui le mettait sur son dos avec beaucoup de facilité pour aller peindre sur le motif. Une autre chose, c'est le train. Ah ben, le train va se démocratiser à cette époque et il va transporter facilement nos impressionnistes au bord de la mer, à la campagne, et ils vont pouvoir peindre sur le motif tous les sujets qui les intéressent au lieu de rester cantonnés à la région parisienne. Un autre précurseur, c'est le peintre Turner, William Turner. Ici, vous avez une tempête de neige. J'ai choisi ce tableau parce qu'il est d'une grande modernité. Il y a des effets de lumière qui sont incroyables. C'est un peintre anglais qui a fait de nombreuses recherches sur la lumière et je vais vous expliquer dans un instant à quel point la lumière compte dans le mouvement impressionniste. Ici, vous avez le Scarlet Sunset. C'est une œuvre qui ne nous montre pas le même moment de la journée que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Monet, son impression soleil levant, mais ça fait quand même beaucoup penser à ce tableau. Monet et Pissarro, d'ailleurs, se sont rendus un jour à Londres parce qu'ils voulaient voir vraiment les œuvres de ce grand peintre. Et ils ont été très impressionnés par sa conception de la lumière. Et surtout, c'est intéressant de savoir que quand ils sont arrivés à Londres pour voir ces tableaux, eh bien, Turner était déjà mort depuis 20 ans. Donc, on peut imaginer à quel point cet homme est un visionnaire. Il était réellement très en avance sur son temps. Je vais vous montrer Hiroshige maintenant. J'aurais pu vous montrer n'importe quel autre peintre japonais d'ailleurs. L'art japonais a eu une grande influence sur l'impressionnisme. Pourquoi? Parce que d'abord, si vous avez eu l'occasion, je fais un petit aparté, de visiter la maison de Monet à Giverny, vous allez voir des estampes japonaises sur tous les murs de la maison. Et vous allez peut-être vous poser cette question, mais pourquoi les impressionnistes ont-ils autant aimé la peinture japonaise? Eh bien parce que la peinture japonaise, c'est une toute nouvelle mise en page. Avant, ce petit chat que vous voyez de dos, on l'aurait représenté assis sur un petit coussin, en train de nous regarder, ou dans les bras de son maître, en train de nous regarder également. Et ça, c'est pas très naturel. Alors que les Japonais, eux, ils peignent des animaux et des personnages dans des poses très naturelles, c'est-à-dire ils peignent la réalité. Ce petit chat, il est de dos. Et c'est bien plus intéressant pour nos amis impressionnistes parce que c'est une nouvelle façon de cadrer. C'est quelque chose qui est assez proche d'un, je dirais, d'un instantané photographique, par exemple. Les Japonais font aussi beaucoup de gros plans et ça, on le verra un petit peu plus loin dans la présentation. Un autre peintre qui a beaucoup influencé nos amis, et là vous devez vous demander si je ne suis pas tombée sur la tête en vous montrant cette peinture, c'est Courbet. Alors c'est un tableau qui effectivement est pas du tout lumineux et vous pouvez vous demander pourquoi il est là. Effectivement, Courbet est un peintre réaliste. C'est un peintre réaliste, mais qui s'opposait à l'art académique qui était à ce moment-là courant. Euh, dès le départ, il a été un grand ami des impressionnistes. Il était constamment à leur côté et les impressionnistes l'appréciaient beaucoup parce qu'il était plus âgé qu'eux déjà. Et ici, on a l'enterrement à Ornans. Alors, même s'il est réaliste à la base, c'est un peintre qui peint dans la nature. Et il peint des vrais gens.
Et ça, c'est tellement nouveau, tellement opposé à la peinture de l'époque, où par exemple, je pense à Bouguereau qui nous mettait des petites nymphètes qui dansaient dans les forêts, ou des peintures complètement, que je dirais, un peu guimauves, qui avaient beaucoup de succès à ce moment-là. Donc lui, il fait scandale parce qu'on aime tout ce qui est théâtral à cette époque. Et il y a même un critique, et j'avais noté cette phrase qui disait: comment est-il possible de peindre des gens aussi affreux? C'est à vous dégoûter d'être enterré à Ornans. Donc, vous voyez que notre Courbet, il n'intéresse pas les peintres académiques, mais lui, il intéresse nos amis parce qu'il peint la vraie vie. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de respect mutuel. C'est un grand ami des impressionnistes. Eugène Boudin, que nous connaissons bien, nous les Normands, il est le maître de Monet. Il a tout compris avant l'impressionnisme parce qu'il peint sur le motif, et le motif pour lui, ben, ce sont les plages de Normandie, où se pressent à la belle saison tous les Parisiens qui ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, découvert le train qui les amène facilement à Deauville. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui d'ailleurs. Il a compris donc l'impressionnisme avant l'heure. Il a une peinture qui est très très lumineuse et il aime beaucoup les cieux changeants de Normandie, toutes ces peintures, il y a souvent des nuages, etc. Le musée du Havre est d'ailleurs bien doté en tableaux de Boudin. J'avais compté une fois qu'il y en avait au moins une cinquantaine. Donc je vais vous faire un résumé des influences que je viens de vous expliquer. D'abord, l'école de Barbizon, qui a influencé nos jeunes peintres. Peindre sur le motif, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau à l'époque. Il y a les progrès techniques qui aident, le train, la peinture en tube, le chevalet portatif. Il y a Courbet, qui est toujours à leur côté et qui lui peint la vie de tous les jours. Turner, qui a la lumière pour credo, et le japonisme, qui est tout à fait une nouvelle mise en page, tellement naturelle et proche de la photographie. Alors, une fois qu'on a compris les influences qui ont amené l'impressionnisme, eh bien, c'est intéressant de voir quels vont être leurs deux buts principaux et les nouvelles techniques qu'ils vont mettre en place. Alors, peindre en plein air, il faut utiliser des couleurs vives et claires qui vont permettre de rendre l'impression de lumière. Donc, ça va être leur tout premier but, rendre l'impression de lumière de la nature, que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de l'école de Barbizon, qui est très différente de celle de l'atelier. Mais comment vont-ils faire? Eh bien, comme le dit le titre, utiliser des couleurs vives, des couleurs franches, des couleurs claires. Ici, nous avons une roue chromatique. Au centre, vous avez trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune. Autour de ces trois couleurs primaires, vous avez ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires, elles sont formées lorsqu'on associe deux couleurs primaires voisines entre elles. Par exemple, si j'associe le jaune et le bleu, vous le voyez sur cette image, cela va donner du vert. Pareillement, si j'associe le bleu et le rouge, violet, etc. Les impressionnistes, qui se basent sur les travaux d'un homme qui s'appelle Chevreul, eh bien, ils vont découvrir que lorsqu'on associe une couleur primaire avec sa complémentaire directe, eh bien, cela va rendre la couleur primaire beaucoup plus lumineuse et inversement d'ailleurs. Ici, je vous ai mis un carré rouge sur un fond orange. Ici, le carré rouge, il n'est pas du tout associé à sa complémentaire directe, puisque l'orange n'est pas sa complémentaire directe. Mais il ressort quand même, mais il n'est pas si lumineux que ça. Maintenant, regardez si je le mets sur sa complémentaire directe qui est du vert. Alors là, tout d'un coup, notre carré rouge, il va être beaucoup plus lumineux, mis en évidence par sa complémentaire directe. Ça marche aussi d'ailleurs avec le bleu et l'orange.
L'orange étant la complémentaire directe du bleu, donc l'orange va vraiment bien ressortir sur le bleu et le bleu sur l'orange, donc inversement. Alors, ce sont de très bonnes associations. Et la leçon qu'ils en tirent, nos impressionnistes, c'est que les couleurs complémentaires, en fait, elles ont cette vocation à s'exalter mutuellement. Et pour rendre leur peinture plus lumineuse, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser abondamment ce principe, pas systématiquement toutefois, je vais vous montrer quelques peintures après où ils ne l'utilisent pas, mais c'est un principe qui sera très très souvent utilisé dans l'impressionnisme. Quand ils ne l'utilisent pas, néanmoins, ils vont quand même utiliser des couleurs franches et claires. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, vous avez le jardin de Claude Monet à Giverny. Vous voyez l'association du bleu avec de l'orange. Ici, vous avez Alfred Sisley, l'Abreuvoir à Marly-le-Roi. Vous pouvez voir la délicatesse des tons orangés sur des tons bleus qui sont d'ailleurs tout aussi délicats. Ici, c'est très frappant. Les impressionnistes aiment beaucoup les fleurs rouges dans les jardins sur un fond vert, et c'est vrai que ce rouge ressort encore davantage mis sur le vert. Van Gogh n'est pas un peintre impressionniste, mais je l'ai exceptionnellement inclus dans ma présentation car il y a quand même pas mal d'influences. Et vous voyez ici dans ces pavés l'orange, le bleu, même dans le restant de la peinture. Donc ce problème de la luminosité, il est résolu maintenant pour les impressionnistes. Donc ils vont s'attaquer à un autre problème qui va être le problème de la vibration de l'air. Alors, ça va être assez difficile pour eux de rendre la vibration de l'air. Vous avez sûrement remarqué vous-même que dans la nature, il n'y a rien qui soit statique, c'est-à-dire il y a du vent, tout est animé, même dans l'eau, etc. Il y a des petites vagues et tout. Et même quand il n'y a pas de vent, vous constaterez que la nature vit, qu'elle est animée. Alors, pour rendre cette impression de vibration, ils vont inventer un procédé qui s'appelle le fractionnement de la touche. Alors, qu'est-ce que le fractionnement de la touche? Eh bien, on évite de mélanger les couleurs sur la palette, on juxtapose des touches de peinture et c'est nous, les spectateurs, qui allons recréer optiquement le mélange. Alors, quand on regarde ce tableau dans son ensemble, si on n'est pas avisé, comme je viens de le faire, qu'il y a juxtaposition pardon, des couleurs, etc., eh bien, et de la touche, vous allez voir qu'il y a des reflets dans l'eau. Vous n'allez peut-être pas réfléchir plus que ça. Mais ce reflet, il est fractionné en plusieurs touches successives. Vous allez le voir encore mieux sur ce détail. Alors, remarquez d'ailleurs dans ce détail comment les masses qui sont les plus compactes, comme la maison par exemple, ici, elle n'est plus qu'un amas de briques qui est fait de touches successives que l'on peut voir dans l'eau. Au passage, orange sur bleu. Cette représentation du phénomène vibratoire, elle va nous amener presque automatiquement à la suppression des contours. C'est quelque chose qui a été beaucoup reproché aux impressionnistes. On disait qu'ils ne savaient pas dessiner, que tout était flou, etc. Alors là, je vous ai quand même choisi un tableau qui est un peu extrême dans la suppression des contours. C'est la basilique San Giorgio Maggiore à Venise. Mais c'est pour vous montrer que la recherche de la vibration amène souvent à des formes qui s'évanouissent dans la vibration. Et là, on va penser à Turner que l'on a vu tout à l'heure. Je vous passe l'image suivante. Donc, nos impressionnistes, ils ne cherchent pas à rendre une réalité objective, seule l'impression les intéresse. Euh, Ici, nous avons donc un tableau de Claude Monet, ce sont les coquelicots.
Donc, si vous regardez bien, nous avons encore le principe dans cette peinture qui est très lumineuse du rouge sur le vert. La sensation, alors c'est pas du tout la réalité. Si vous regardez les coquelicots dans la nature, bon, ils ressemblent pas à ça, ils sont beaucoup plus petits, etc. Mais ce qui les intéresse, ce n'est pas la réalité objective, c'est l'impression qui doit se détacher. Ils ne cherchent pas du tout l'exactitude du document. Il y a une très belle donc lumière naturelle, comme je vous ai fait remarquer, les taches rouges sur le vert. Et là, je vais me répéter, mais il est important de rappeler qu'avec eux, il y a toujours un travail du spectateur qui est attendu. C'est-à-dire la peinture, enfin le peintre en tout cas, nous suggère quelque chose, mais quand vous regardez bien, les coquelicots ne sont pas des coquelicots, ce ne sont que des taches rouges sur un fond vert. Il n'y a aucune exactitude là-dedans. C'est vous, en tant que spectateur, qui allez concrétiser la suggestion du peintre. Vous allez voir des coquelicots alors que ce n'en sont pas. Le peintre donc suggère et le spectateur concrétise la suggestion. Un autre tableau de Monet qui est très frappant, c'est la rue Montorgueil, un jour de fête. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici en tant que spectateur? Vous allez être absorbé par toute cette vie, par cette vibration. Vous avez les drapeaux qui flottent joyeusement. Il y a bien des touches fractionnées, comme dans l'impressionnisme, et une foule dense de passants. Mais Monet a-t-il vraiment peint des passants? Je vous montre un détail. Vous voyez qu'il n'a pas peint de passants. Il a juxtaposé des touches verticales avec quelques petites différences de ton. Il a peint quelquefois, vous pouvez le voir, une petite boule vaguement ronde en haut d'un bâtonnet qui peut suggérer une tête. Mais vous qui regardez ce tableau de loin, parce que là je vous montre un détail, vous allez voir une foule. Je vous remontre le tableau. Vous voyez une foule, mais vous allez concrétiser encore une fois de plus la suggestion. On dirait vraiment, quand on regarde ce détail, une œuvre contemporaine et c'est très, très intéressant. Alors, je vais vous faire maintenant le résumé des grands principes impressionnistes. Ils peignent en plein air pour un meilleur rendu de la lumière. Ils fractionnent la touche, ça leur permet de rendre la vibration de l'air. Ça implique donc de juxtaposer des touches de couleurs, de choisir des couleurs claires et de les exalter, de supprimer les contours. On leur reprochait beaucoup de faire du flou. Et ils font travailler l'œil du spectateur. Alors, nous allons maintenant regarder les principaux peintres impressionnistes. Alors, je vous ai fait une sélection. Les peintres impressionnistes sont très nombreux. Il y a beaucoup de peintres étrangers très, très doués dans l'impressionnisme, mais j'ai choisi les Français parce que j'ai un temps qui est limité pour cette présentation. Alors, nous allons commencer par Caillebotte. Alors ici, vous allez me dire, on voit pas bien en quoi c'est une œuvre impressionniste. Eh bien, vous avez raison, ce n'est pas une œuvre impressionniste, c'est une œuvre réaliste. Le dessin est magnifique, il est très très net, les contours pardon, sont très nets, on voit bien les muscles, il y a une très belle lumière d'ailleurs sur ces corps. Et notre Caillebotte est un peintre de la ville, il peint d'une manière réaliste. Mais voilà qu'il rencontre nos amis et tout d'un coup, son style va changer. Il va acheter une propriété dans le sud de Paris, dans le village ou la ville, je ne sais pas l'importance de ce lieu qui s'appelle Hyères, et il va se convertir à l'impressionnisme sous l'influence donc de nos amis. Ici, vous avez des couleurs qui sont franches, des couleurs qui sont très claires, vous avez la touche fractionnée, vous avez beaucoup de luminosité, les reflets dans l'eau. Ça, c'est très caractéristique de son changement de style. Un autre peintre est Frédéric Basile.
En fait, il est un des pionniers, lui, de l'impressionnisme, parce qu'il a une touche claire et lumineuse, mais malheureusement, comme vous le voyez en regardant ses dates, il est mort très jeune pendant la guerre de 1870. Vous avez ici son œuvre la plus connue, qui est La robe rose de Castellane, et peut-être que vous allez me dire que c'est pas typiquement impressionniste. Oui, vous aurez raison en partie. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas toujours le fractionnement de la touche. Ici, vous le voyez quand même dans la robe. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a une nouveauté pour l'époque. C'est une composition à la japonaise. Cette jeune femme ne pose pas en nous regardant. Elle regarde la ville de Castellane. Et elle est de dos, elle nous tourne le dos, donc elle nous invite quelque part par le fait qu'elle nous tourne le dos, de nous joindre à elle pour aussi admirer ce village qui, lui, est magnifiquement éclairé. Donc c'est vraiment une pose très naturelle. Ici, encore une fois, vous allez voir que sa conception de l'impressionnisme, puisqu'il est impressionniste, n'est pas dans le fractionnement de la touche, mais c'est dans une peinture excessivement lumineuse qui est peinte sur le motif à l'extérieur. Donc c'est bien un peintre impressionniste. Nous passons maintenant à Armand Guillaumin. Ah, Armand Guillaumin, c'est un cas dans l'impressionnisme parce que c'est un très très grand coloriste. On dit souvent que Monet est presque conventionnel à côté d'Armand Guillaumin. Vous voyez ici qu'il y a un fractionnement de la touche qui est très très clair. Vous voyez les ombres qui sont colorées. On a le fameux orangé sur le bleu. Ça, c'est très impressionniste. Vous verrez dans de très nombreux tableaux que les ombres sont colorées. Elles ne sont pas tristounettes, toutes noires, etc. Pour vous montrer qu'il est un très grand coloriste, je vais vous montrer un autre tableau d'une période ultérieure. Et là, c'est vraiment le coloriste en action, même s'il y a comment des touches fractionnées, il y a de l'orange, du bleu, etc. Mais franchement, ce tableau est tellement exubérant que déjà on sent pointer une autre vague, un autre mouvement de peinture qui sera le fauvisme. Berthe Morisot. Berthe Morisot, elle est la belle-sœur du peintre Édouard Manet. Manet, comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, n'était pas un peintre impressionniste à ses débuts, mais c'est Berthe qui l'a beaucoup poussé à les peindre sur le motif. Mais en attendant, ici, vous avez ce tableau très délicat. Elle peint sa sœur et il n'y a rien de posé dans ce tableau. Il y a vraiment beaucoup de naturel, de subtilité. On voit que l'artiste, elle a capté un vrai moment d'intimité entre une mère et son enfant. C'est tout en délicatesse. Remarquez d'ailleurs le travail des voilages. Par exemple, ce joli petit ruban rose qui court tout le long du voile du berceau, c'est très, très délicat. Quelque chose qui est très différent et toujours de Berthe Morisot. Ici, vous avez un tableau qui regroupe tous les critères impressionnistes, c'est-à-dire elle peint sur le motif, peinture en plein air qui est lumineuse, il y a des contours qui sont très très peu précis, assez flous, il y a des canards qui sont suggérés, vous avez la touche fractionnée là en abondance absolument partout, surtout dans les reflets dans l'eau. Alors, puisqu'on a parlé de Berthe Morisot, j'ai enchaîné avec Édouard Manet. Je vous ai dit que dans un premier temps, il n'était pas du tout un peintre impressionniste, mais qu'il était un peintre réaliste, avec néanmoins, bon, à part dans les bras où il y a vraiment une touche très léchée, mais le restant, c'est vraiment des gros amas de peinture. Il peignait justement de cette manière en touches très épaisses. Mais néanmoins, ici, ce n'est pas impressionniste dans le sens où Lola de Valence, elle pose, c'est pas du tout naturel, etc. Mais il utilise quand même des couleurs vives que l'on voit dans la robe et que l'on voit rarement dans la peinture réaliste de l'époque.
Après l'influence de sa belle-sœur, Berthe Morisot, eh bien, il se décide à aller peindre sur le motif. Vous voyez ici une scène où il peint sur la plage. Euh, il va devenir une figure marquante de ce mouvement, mais il va mettre du temps pour y arriver. Il n'applique pas dans un premier temps tous les principes impressionnistes. Il n'y a vraiment pas forcément une touche fractionnée ici, mais il emprunte à l'impressionnisme une touche très légère et peu précise. Vous pouvez le voir dans le rendu du personnage féminin, par exemple. Il y a ici aussi toujours cette idée de conception, de composition à la japonaise. Il y a peu de profondeur et il y a des personnages qui sont pris sur le vif et également de dos, dans des positions très naturelles. Lui doit regarder plus ou moins la mer, elle lit son livre, etc. Puis il va devenir, vers la fin de sa vie, en tout cas la dernière partie de sa vie, il va devenir un peintre qui utilise vraiment tous les critères impressionnistes. Ici, vous voyez très clairement qu'il y a une utilisation des couleurs complémentaires, le rouge sur le vert. Il y a un visage qui est à peine suggéré. Vous avez la suppression des contours dans toute la partie basse. C'est beaucoup plus précis dans la partie haute du tableau avec la maison, mais toute la partie basse, c'est assez flou, c'est suggéré, c'est vraiment très impressionniste. Et puis nous allons passer à celui qui est certainement le peintre impressionniste le plus connu. Il suffit de voir la foule qui se presse de tous les pays quand on veut visiter Giverny. On a tellement de peine à se garer d'ailleurs. Il avait l'habitude de dire que son jardin, c'était sa plus belle œuvre d'art. Et c'est vrai qu'il a dû y passer ou faire passer, parce que je pense qu'il avait des employés, des jardiniers, il a dû y passer du temps. On retrouve là tous les éléments distinctifs de l'impressionnisme, explosion de la couleur. C'est très lumineux. Les ombres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Guillaume, sont très, très colorées. La touche est fractionnée, vous voyez les petites fleurs rouges sur le vert, etc. La femme à l'ombrelle tournée vers la gauche. On a plusieurs exemplaires de ce motif. D'ailleurs, je suis en train de me demander s'il est vraiment tourné vers la gauche. Bon, enfin, bref, peut-être que je vous en ai mis une qui est tournée vers la droite et que je me suis trompée. Donc, Monet, il adore faire des séries. Donc, ce tableau, il l'a peint, comme je vous ai dit, une fois à droite, une fois à gauche, etc. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que ça lui permet de capter les différents effets de lumière à plusieurs moments de la journée. C'est pour ça aussi que les peintres impressionnistes, d'ailleurs, peignaient très rapidement. Et comme ils peignaient très rapidement, ils ne pouvaient pas faire un dessin précis. Il y avait toujours du flou dans leur dessin. La touche est fractionnée. Il y a beaucoup de spontanéité et de naturel. Vous remarquez que les traits sont donc peu précis, que rien n'est figé. Et nous sentons parfaitement nous-mêmes cette petite brise qui s'élève là et qui anime les herbes et la robe. C'est vraiment un tableau d'une grande luminosité. La façade de la cathédrale de Rouen. Eh bien, là encore, Monet, il adorait les séries, hein. Il a fait ses nymphées à n'en plus finir. Il a fait les meules de foin à tous les moments de l'année, de la journée, etc. La cathédrale de Rouen et sa façade, bien, ça n'a pas échappé. Il l'a peinte, à mon avis, pas loin d'une quinzaine de fois. En tout cas, j'en connais une bonne dizaine. Ici, vous avez les principes impressionnistes que vous voyez dans les deux tableaux. D'ailleurs, les traits sont peu précis. Vous voyez à gauche la couleur orangée, encore une fois, qui ressort magnifiquement sur le bleu. C'est très intéressant. J'ai choisi un tableau un peu particulier qui s'appelle Les Nymphéas bleues. Il en a fait aussi beaucoup de séries des nymphéas. Il y a même à Paris le musée de l'Orangerie qui est consacré uniquement aux nymphéas. Ici, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'on est dans un cadrage japonais typique. Les nymphéas, ils sont sortis de leur contexte.
C'est en fait ce que vous voyez là, c'est un mur bleu, ni plus ni moins. Il y a un gros plan, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de ciel, la couleur est très abstraite. C'est pas du tout un tableau réaliste. Ici, j'ai choisi de mettre sur le même, le même tableau, oui, les deux œuvres du pont japonais de Monet qui ont été peintes, vous le voyez au-dessus, à des moments très différents. Il a fait de très nombreuses séries de ce pont. On va pouvoir les comparer comme ça. Ici, vous avez le premier à gauche qui est le pont japonais, donc qui enjambe un de ces nombreux étangs dans sa propriété de Giverny. C'est le pont tout à fait classique, impressionniste, qu'il a peint, donc je vous l'ai dit, en d'innombrables exemplaires, touches fractionnées, etc. Et puis à droite, vous avez un pont qui n'a absolument plus rien à voir avec le précédent. Qu'est-ce que vous voyez là? Ben, vous voyez un embrasement de couleurs, on reconnaît à peine le pont. Comment ça se fait? Eh bien, ça nous fait penser d'ailleurs au fauvisme, je le dis en passant parce que j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. On est à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, eh bien, comme Degas d'ailleurs, il a eu ce malheur pour un peintre de perdre la vue. Et donc, comme il est presque aveugle, eh ben, ce qu'il fait ressurgir dans sa tête, c'est ce qu'il a toujours animé tout au long de sa vie, c'est la couleur. Et la couleur, là, il l'exale d'une manière qui est vraiment euh, presque énorme, enthousiasmante en tout cas, mais qui fait de ce tableau que c'est presque une œuvre moderne, très moderne d'ailleurs. Un autre peintre qui est cher au cœur de mon mari, c'est Alfred Sisley. Alors, Alfred Sisley, moi, j'ai de l'affection pour lui parce que franchement, tous ses collègues ont connu vraiment la misère, on peut le dire, même s'ils étaient tous, sauf Pissarro, ils étaient tous de très bonnes familles, avec des parents banquiers, médecins, avec des grandes professions, etc. Mais comme ils avaient choisi la voie de la peinture et pas de la peinture académique, ils ont connu à de très nombreuses reprises la misère dans leur vie. Mais ils ont au moins terminé leur vie en vendant des tableaux et ils ne sont pas morts pauvres, alors que Sisley, lui, il a vraiment eu aucun succès pendant toute sa vie et c'est bien dommage. C'est le peintre de l'eau, Sisley. Contrairement à Pissarro, qui lui était le peintre de la terre, c'est le peintre de l'eau et il magnifie beaucoup l'eau avec énormément de délicatesse. Il y a une harmonie exceptionnelle dans ce tableau, un peu comme le lavoir qu'on a vu tout à l'heure à Port-Marly. Vous avez des reflets dans l'eau qui sont orangés sur du bleu, c'est très beau. Même la cime des arbres est orangée et se détache sur le ciel bleu. Vous avez la touche fractionnée dans l'eau. Effectivement, c'est tout à fait typique d'un tableau impressionniste. Ici, c'est l'automne, effectivement, à Bougival. Moi, ce que j'aime dans cette peinture, c'est le flamboiement des arbres qui se détachent aussi et les arbres aussi à gauche qui se détachent sur du bleu. C'est très, très beau. Personnellement, je pense que ça doit être une fin de journée. Il me semble, avec la luminosité, ce que j'aime beaucoup dans ce tableau, c'est la lumière sur les maisons qui sont tout au fond. On a l'impression que le soir, la nuit tombe doucement, le soleil se couche tranquillement. Ici, un tableau qui est assez différent de ce que notre ami Sisley fait d'habitude. Nous avons les régates à Molsey. Alors ça, c'est un tableau tellement, tellement impressionniste qui est différent des tableaux auxquels il nous a habitués, qui étaient tout en délicatesse, mais on retrouve tous les critères impressionnistes. Vous avez, vous voyez des rameurs, en tout cas, mais il n'y a pas du tout des rameurs qui sont peints. Là encore, il y a des touches qui sont un petit peu inclinées vers l'avant, et vous qui regardez ça, vous imaginez que vous voyez des rameurs.
Vous faites le travail. C'est le fractionnement également de la touche que vous voyez dans l'eau. Vous avez les couleurs vives, les reflets, les drapeaux. C'est tout à fait typique de l'impressionnisme. J'ai mis la neige à Louveciennes pour vous montrer que les peintres impressionnistes aussi, quelquefois, bien, ils peignent d'une manière différente. Ici, vous avez une palette de couleurs qui est très restreinte. Par contre, vous allez noter que la touche est très épaisse sur les arbres, dans la neige qui est devant. Il y a une très belle perspective d'ailleurs. C'est un très beau tableau, très délicat et je l'aime beaucoup. Il est aussi au musée d'Orsay. Passons à Camille Pissarro. Au contraire de Sisley, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était le peintre de la terre. Et ici, dans les toits rouges, il y a vraiment une explosion de couleurs. Vous avez la vibration de l'air qui est bien traduite, le rouge sur le vert, etc. D'ailleurs, à ma connaissance, je n'ai peut-être pas mis la meilleure représentation du tableau. Il me semble que les tons sont quand même un peu plus vifs que dans la réalité. Ici, vous avez donc ce paysan qui marche là avec son fagot sur le dos. Vous imaginez qu'en dehors du cadre, il y a forcément des arbres et que ces arbres, ils sont en train de projeter leur ombre et faire des touches zébrées comme ça sur le tableau. On sait que c'est un peintre qui aime la terre. Il la sublime ici avec beaucoup de délicatesse, magnifiquement. C'est son domaine. Il est issu de la terre et il a voulu vraiment jusqu'à la fin de sa vie, même s'il a fait un passage à Paris, il a toujours voulu y retourner et vivre là-bas. Ici, un tableau typiquement impressionniste. Vous pouvez regarder les ombres colorées, regarder le chemin qui est rouge, enfin même orangé plutôt, avec le bleu. Vous avez la lumière qui vient d'en haut à travers les arbres, à travers les feuillages. Vous avez la touche fractionnée aussi bien dans les feuillages que sur le sol, qui va traduire merveilleusement une vibration de l'air. J'imagine que c'est en été, et en été, souvent, justement, par grand soleil, on ressent cette vibration qu'il y a dans l'air. Un tableau qui m'intéresse beaucoup et que je vous ai mis parce que Pissarro, il a relativement peu peint la ville. Il a peint quelques ports, la ville pas tellement. Comme je vous ai dit, c'est un peintre paysan. Et ce tableau, il devrait vous rappeler la rue Montorgueil où je vous ai montré les passants tout à l'heure dans l'œuvre de Monet. Regardez comme il abrège, notre peintre. Tout n'est que tâche. Vous avez sur la droite, vous avez les deux premiers fiacres qui sont à peu près reconnaissables. On voit quand même les roues, etc. Mais ensuite, toutes les autres voitures sont peu identifiables, c'est-à-dire ce sont des taches noires. Et c'est pareil à gauche. Vous voyez les fiacres, c'est une grosse tache noire et vous avez deux points, deux taches jaunes qui représentent les phares. Et pareil pour les personnages. Regardez les personnages qui sont à votre gauche de l'écran. Eh bien, c'est exactement comme les passants de la rue Montorgueil. Ce sont juste des traits verticaux avec des fois une petite boule pour la tête de couleurs différentes. Et c'est vous qui allez faire le travail, c'est vous qui allez voir des fiacres et des voitures quand vous regardez ce tableau, c'est vous qui allez voir des personnages qui se pressent devant les boutiques. Donc c'est un tableau vraiment intéressant. Ici on a la nuit, c'est de nuit, mais pourtant il y a une impression de lumière absolument extraordinaire qui est chère donc au cœur des impressionnistes. Il va changer en retournant à la campagne. Il va commencer à pratiquer la technique pointilliste. D'ailleurs, on dit pas, enfin, il vaut mieux éviter de dire pointilliste parce qu'un des papes du pointilliste, qui était Signac, disait qu'il trouvait que ça faisait trop bébé. Il préférait qu'on dise post-impressionnisme ou divisionnisme.
En fait, vous voyez ici les grands traits de peinture des impressionnistes qui étaient fractionnés, juxtaposés, etc. Ici, ils deviennent des toutes petites touches qui sont superposées. Même quelquefois, ce sont, quand on regarde bien le tableau, les vêtements, par exemple, ce sont des points qui sont ajoutés aux autres qui vont créer le motif. Et ça lui a beaucoup plu à Pissarro, cette période divisionniste, et il est resté dans cette période jusqu'à la fin de sa vie. On va parler de Renoir maintenant. Renoir. Alors, voyons le premier tableau qui est typique de l'impressionniste. On y voit les coquelicots. Ça fait penser au tableau de Monet tout à l'heure que l'on a vu les coquelicots. Il y a une belle touche fractionnée, on sent la nature qui vibre, il y a des contours qui sont peu précis, beaucoup de luminosité. C'est donc une peinture typique de l'impressionnisme. Les taches rouges sur le verre aussi, même si elles sont peu nombreuses. La balançoire, c'est encore une œuvre très impressionniste parce que les personnages sont pris vraiment sur le vif. Ils posent dans des... enfin, ils ont des poses qui sont très naturelles, je dirais. Et on a presque l'impression qu'on est en train de déranger une petite conversation. Renoir, c'est un peintre qui symbolise l'insouciance, la joie de vivre. J'aimerais que vous remarquiez surtout les reflets du soleil à travers les branches que l'on voit donc sur le sol, les taches oranges sur le bleu, encore une fois le fractionnement de la touche. Il y a beaucoup, beaucoup de vibrations dans ce tableau. Ici, la plage de Guernesey, encore une peinture excessivement lumineuse, utilisation de l'orange, du bleu, la touche fractionnée, les personnages qui sont, vous le remarquez bien, à peine ébauchés. Mais voilà qu'un jour, notre Renoir se dit, parce que là, vous l'avez compris, dans tout l'impressionnisme, le dessin va naître de la couleur. Et lui, il se dit tout d'un coup, mais zut, alors moi, je ne sais plus dessiner. Il va avoir envie de dessiner. Et ici, on trouve la bergère, donc la vache et la brebis. On voit, et il essaie de nous prouver qu'il est un peintre qui, en fait, savait parfaitement dessiner. Nous avons le dessin qui est net, nous avons les personnages et les animaux qui se détachent parfaitement du reste de la toile. On appelle ça une méthode projective, quand le dessin prend le dessus sur la couleur. C'est tout le contraire de ce qu'on a vu précédemment, ici où on a une méthode qu'on appelle inductive, c'est-à-dire c'est la couleur qui va nous donner le dessin. Mais cette période de peinture projective, elle ne va pas durer longtemps. Chez lui, il retourne à ses premières amours, c'est-à-dire la pure peinture impressionniste. Ici, vous avez la maison des Colettes où il a fini sa vie. Si un jour vous allez dans le sud de la France, je vous invite vraiment à visiter cette maison où vous pouvez voir son atelier qui est resté exactement dans l'état dans lequel il peignait à l'époque. La maison est vraiment magnifique, entourée d'oliviers, etc. Et là, vous voyez de nouveau sa méthode qui est inductive, c'est-à-dire avec des contours qui sont relativement peu précis et beaucoup de flou et beaucoup de vibrations dans l'air. Je vais passer maintenant à un peintre qui est très particulier, qui est Edgar Degas. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur Degas. On ne peut pas dire qu'il était vraiment un peintre impressionniste, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il appartenait au groupe impressionniste. Un jour, quelqu'un m'a fait remarquer ça. Pourquoi est-ce qu'on dit que Degas est impressionniste? Ben, vous verrez quand même qu'à certains moments, il a quand même une technique assez proche de l'impressionnisme, mais il y a beaucoup de peintres qui, parce qu'ils étaient amis des impressionnistes ou parce qu'ils appartenaient au groupe, qui avaient néanmoins leur technique personnelle. On les a appelés impressionnistes parce qu'ils faisaient partie du groupe et non pas parce qu'ils avaient la technique impressionniste.
Ici, nous avons l'absinthe. C'est une période de la vie de Degas qui était particulièrement triste. Degas, d'abord, son vrai nom, c'était avec une particule, c'était De et plus loin Gas. Son père était un riche banquier qui avait une banque en Italie et son père a fait faillite. Et son frère s'est dit, ben moi, je vais aller en Amérique et je vais me lancer dans le commerce du coton. Et Degas, d'ailleurs, est allé là-bas. Il a fait des peintures de son magasin là-bas aux États-Unis. Et puis malheureusement, le frère a fait aussi faillite. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est que notre Degas, pour sauver l'honneur de la famille, il a sacrifié tous ses biens personnels et il s'est retrouvé du jour au lendemain à vivre au milieu des petites gens. Il a fait des repasseuses, vraiment les petites gens du peuple, des gens qui avaient des soucis d'argent et autres soucis d'ailleurs. Alors ici, nous avons un peintre qui n'est pas impressionniste, il est plutôt réaliste, avec quelques emprunts quand même à l'impressionniste, et en particulier cette table qui est coupée d'une manière curieuse au premier plan. Ça, c'est vraiment l'influence du cadrage à la japonaise, parce que aucun peintre n'irait mettre comme ça un angle de table au premier plan de sa peinture. On va passer à ce que vous connaissez de Degas, c'est-à-dire les danseuses. Et là, j'ai choisi il a fait des tas de séries de danseuses, hein, vous le connaissez bien pour ça. C'est à travers les danseuses qu'il se rapproche le plus de l'impressionnisme, même si sa lumière, c'est de la lumière qui n'est pas naturelle, c'est la lumière des projecteurs, c'est pas de la lumière du dehors. Mais il a fait beaucoup d'études de lumière. Il travaille beaucoup le pastel, vous pouvez le voir dans cette étude parce que ça permet de retransmettre une vibration de la lumière électrique qu'il trouve intéressante. Alors ici, on retrouve les mêmes principes que dans les nymphéas bleus de Claude Monet. C'est très moderne, c'est-à-dire il ne compose plus, nous avons presque une image qui est saturée, nous avons le tableau qui se prolonge au-delà du cadre et ça, c'est à la japonaise, un gros plan sur une partie des danseuses qu'on ne voit pas dans leur ensemble. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de sol, il n'y a pas de profondeur non plus. On a tous les principes et prémices de la peinture moderne à travers ce tableau. Alors, je vais vous parler de Paul Cézanne. Paul Cézanne a été impressionniste au début de sa carrière de peintre. Ici, on le voit dans ce tableau. Bon, c'est vraiment la touche fractionnée, beaucoup de luminosité, etc. C'est un homme du Sud, donc la lumière est très importante pour lui. Il est d'Aix-en-Provence, il a une touche fractionnée. Vous avez un petit peu de rouge sur le vert, c'est pas excessif non plus. Mais très rapidement, il va avoir son style à lui. Ici, vous avez la baie à l'Estaque, ça n'a plus rien d'impressionniste. C'est très lumineux, néanmoins, très lumineux, et c'est peint sur le motif. Alors, ici, vous avez la montagne Sainte-Victoire. Alors, c'est pareil, il en a fait des tas de séries, et c'est un tableau excessivement intéressant. Il se démarque là vraiment de l'impressionnisme. Sa touche, elle est, vous remarquerez, comme une brique. C'est-à-dire, il construit un tableau comme s'il construisait un mur. Il dispose côte à côte des touches qui sont plutôt rectangulaires d'ailleurs, qui sont la plupart dans des couleurs différentes. Alors, il n'y a pas de perspective linéaire dans ce tableau de Cézanne. Vous pensez certainement que la montagne est au loin, qu'il y a une bonne perspective linéaire, mais pas du tout. C'est un tableau on ne peut plus plat, mais il a trouvé un procédé qui est très intéressant, qui nous fait croire qu'il y a une perspective linéaire. C'est-à-dire, il va juxtaposer, vous allez le voir, des touches de peinture chaude. Les couleurs chaudes avancent vers vous, avec des touches de couleurs froides, les bleus, les verts. Les couleurs froides reculent par rapport à vous. Ah, ça, c'est un principe qui avait déjà été bien démontré à la Renaissance, mais on n'avait pas vu ça à cette époque-là.
Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est ça qui vous donne l'illusion que la montagne est au loin et que, il y a tout un paysage qui va dans une belle perspective jusqu'à la montagne. Mais c'est pas du tout le cas, c'est très bien pensé. Il est d'ailleurs considéré à juste titre comme un des pères de la peinture moderne. On va terminer par une route tournante. C'est pas la même que celle qu'on a vue au début, mais c'est pour vous montrer comme sa peinture a évolué vers les gros aplats, les touches relativement importantes qui vont amener ensuite, je vous en parlerai dans quelques instants, le cubisme. Alors, j'aurais pu vous parler de Gauguin parce que c'est vrai qu'il a fréquenté un petit peu les impressionnistes, mais c'est pas du tout un peintre impressionniste. J'ai choisi quand même de vous parler de Van Gogh, même s'il n'est pas un peintre impressionniste. Mais son frère Théo avait acheté des tableaux à nos amis et du coup, lui, il s'y est quand même intéressé. Et même s'il a une technique à lui particulière, il y a quand même des emprunts à l'impressionniste qui sont intéressants. Un de ses premiers tableaux qui est plein de délicatesse, c'est l'amandier en fleurs. Là, c'est vraiment le cadrage à la japonaise. On ne peint pas l'arbre dans son entièreté, on n'en peint qu'une partie. Il y a beaucoup de délicatesse dans la représentation de ces fleurs. Ensuite, vous avez la nuit étoilée, donc il en a plusieurs, je vais vous en présenter deux. Euh, il juxtapose bien ces traits de peinture, mais en fait, c'est un tourbillon. Il fait des tourbillons incroyables. Ses étoiles sont beaucoup trop grosses par rapport à la réalité. Il a des couleurs très intéressantes, hein. Il est proche de l'orangé avec le bleu. On sent là qu'il y a tous les excès que l'on va retrouver dans le fauvisme, peut-être ultérieurement, que l'on peut voir ici. D'ailleurs, une autre nuit étoilée où le peintre que nous connaissons tous, d'ailleurs, je le précise au passage, il n'a travaillé comme ça que pendant 4 années de sa vie. Avant, il avait une peinture très très sombre, très réaliste. Il peignait les gens du nord de son pays natal, les mangeurs de pommes de terre, par exemple. Ça n'avait rien à voir avec ce type de peinture. Là, vous avez une belle touche fractionnée, des beaux reflets dans l'eau, encore des étoiles qui sont beaucoup trop grosses et beaucoup de luminosité. On n'a pas, il n'est pas, donc, je vous l'ai dit, un peintre impressionniste, si ce n'est qu'il peint la nature. Et le dernier tableau que je vous montre, c'est un tableau qui permet de voir qu'il exalte complètement la couleur et qu'il fractionne néanmoins sa touche, mais c'est vraiment un peintre à part, on ne va pas le considérer impressionniste. Euh, donc, à ce moment-là, c'est pratiquement la fin de sa vie et c'est là qu'il commence à sombrer dans la folie d'ailleurs. Nous arrivons à la fin de la présentation. Il y avait des précurseurs à l'impressionnisme, pardon, que je vous ai présenté tout à l'heure. Eh bien maintenant, il va y avoir des héritiers de l'impressionnisme. Va avoir le divisionnisme, qu'on appelle aussi je vous l'ai dit tout à l'heure, post-impressionnisme ou pointillisme. C'est intéressant, on retrouve les mêmes principes que dans l'impressionnisme, sauf que la touche est beaucoup plus petite et quelquefois justement pas dans cette peinture de Signac, mais dans beaucoup d'autres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur les vêtements de Pissarro. Eh bien, ce sont des petits points, ce qui accentue encore le sentiment de la vibration. Signac, c'est un des pères du divisionnisme, avec le peintre Seurat, si vous en avez entendu parler. Un autre mouvement qui va prendre la suite, c'est le fauvisme. Alors, vous connaissez sûrement ici, c'est Derain, hein, c'est un des fondateurs du fauvisme. C'est un mouvement qui va exalter la couleur, mais alors d'une manière presque exagérée, qui va exalter aussi la lumière bien au-delà de ce que les impressionnistes ont pu faire. Mais ils ont quand même montré la voie. Et vous connaissez certainement des peintres de ce mouvement comme Matisse, comme Vlaminck, etc.
Et le dernier mouvement que je vous montre, c'est le cubisme. On vient de parler de Cézanne. Donc, moi, j'ai choisi ces deux peintures de Georges Braque pour vous montrer l'évolution d'un peintre. Alors là, notre Georges Braque, il est, on va dire, fauve. C'est un fauve. Exaltation de la couleur, presque exagération dans tout ce qu'il voit, etc. Et puis après, il va tourner pour aller vers le cubisme. Et là, si je vous avais pas dit que c'était un Georges Braque, vous auriez pu très nettement penser, après avoir vu les peintures de Cézanne, que c'était un Cézanne. Donc ça montre bien à quel point nos peintres impressionnistes, ils ont été des précurseurs d'autres mouvements qui vont être très intéressants et qui vont déferler après sur le XXe siècle. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est terminé. Je pense que si vous avez des questions, on m'a dit que vous pouviez en poser. Si je peux y répondre, bien sûr, puisque l'impressionniste n'est pas ma spécialité, mais moi, c'est plutôt la Renaissance. Mais néanmoins, j'ai quand même étudié l'impressionnisme. Bon, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup. Oh, j'ai beaucoup apprécié la présentation. Je crois que l'impressionnisme est mon style de l'art préféré. Donc j'étais très content. Et lorsqu'on attend des questions dans le Mais chat, s'il n'y en a pas, ça me va très bien. ok, ok, ok. Oui, si on en passe, ça va. Moi, je voulais savoir, vous avez montré quelques successeurs à l'impressionnisme à la fin de votre présentation. Et selon vous, quelles techniques impressionnistes ont eu l'impact le plus durable sur l'art moderne et contemporain? Grant, je ne vous ai pas entendu, malheureusement. Oh, désolé. Ah, Vous m'entendez j'entends maintenant ou pas. pas? Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? J'ai un petit souci, je ne vous entends pas. Euh, ok. Euh, Ça devrait être bon maintenant. Je pense est- que ça devrait marcher. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux, merci. Ok, très bien. Euh, donc, vous avez parlé de quelques successeurs à l'impressionnisme, tels que le Oui. fauvisme, pardon. Euh, Selon vous, quelles techniques impressionnistes ont eu l'impact le plus durable sur l'art moderne et contemporain? Ouais, la notion de lumière, je pense, c'était très important. Et puis, mais c'est vrai que les deux techniques, aussi bien la notion de rechercher la lumière, le fractionnement de la touche, la recherche de la vibration, c'est vrai que leur méthode inductive a eu beaucoup d'importance pour l'art après, parce que tout au long de l'art moderne, on voit une opposition entre la méthode inductive et la méthode projective. Et tous les types de peintures qui ont succédé ont été dans cette opposition. Les peintres qui savent dessiner et ceux qui préfèrent le flou et la lumière et la vibration. Hmm, très bien. Euh, bon, je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, Lorsque vous parlez du, de la juxtaposition entre ceux qui savent dessiner en détail et ceux qui ne le savent pas après, j'ai parlé avec un artiste une fois qui croyait qu'il fallait apprendre plus à faire les peintures en détail avant de pouvoir faire de la bonne impressionnisme. Est-ce Oui, que... vous euh, avez parfaitement raison. Et si on peut voir les carnets de dessin de nos impressionnistes qui faisaient aussi de la gravure, d'ailleurs, la gravure nécessite de la précision, eh bien, vous verrez que à la base, ils savaient tous dessiner. D'ailleurs, ils ont été formés par les peintres qu'ils ont exécrés après, nos peintres académiques. Ils ont été dans les plus grands, disons, dans les plus grandes écoles, ateliers de ces peintres. Par exemple, Monet
et beaucoup de ses amis ont été dans l'atelier du peintre Glaise, qui était un grand peintre académique à l'époque, qui faisait une peinture contre laquelle ils se sont opposés après. Et d'ailleurs, Glaise n'était pas du tout content, il les a beaucoup cassés par la suite. Mais ils savaient dessiner. Et on voit ça même avec beaucoup de peintres modernes, comme Mondrian, par exemple, qui est connu pour faire des carrés de couleurs avec des lignes noires entre, etc. Et quand vous regardez ses premières peintures, c'est un peintre qui a été à l'école du dessin. Il savait parfaitement dessiner, mais il a évolué vers une peinture qui est moderne. Super. Merci. Bon, je vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, si on n'a pas de questions, peut-être qu'on va terminer. Ah, et voilà une question de Loeline. Qu'est-ce qui a fait évoluer Van Gogh du réalisme au post-impressionnisme? Oh, pardon, c'est de Florence. De Florence. C'est lorsqu'il est venu en France, parce qu'avant il était dans son pays, il était dans la misère complète. Et quand il est venu en France, grâce à l'influence aussi de son frère Théo, qui connaissait l'impressionnisme et qui avait tellement apprécié qu'il avait acheté quelques tableaux, eh bien, il a pu avoir un autre regard sur la peinture, et aussi une luminosité qui n'existait pas dans son pays à l'origine, où c'était vraiment la misère, quoi. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Dans ma spécialité en tant qu'historien, je suis un peu fasciné par tout cela. Moi, je suis spécialiste en histoire de l'Église mormone en France et il y avait des missionnaires artistes qui ont été envoyés apprendre de ces écoles d'art à Paris vers la fin du 19e siècle. Et donc, c'était bien de les situer un peu dans ce contexte où ils auraient appris un peu de l'influence impressionniste à l'Académie Julien. Et puis ils sont rentrés en Utah après pour faire les murailles du temple de Salt Lake. Donc c'est bien de voir un peu les racines de leur éducation. Merci. Je vous en prie. OK. Bon, si on n'a aucune autre question, on va peut-être passer à une prière, hein. On voulait remercier Sir Berthier pour sa présentation fascinante et enrichissante, hein. Et l'enregistrement de ce webinaire sera mis sur YouTube prochainement. Je vous rappelle que les candidatures pour les séminaires annuels de l'Euroseminar seront ouvertes jusqu'à fin mai sur euroseminar.org. Pour finir par une prière, est-ce qu'on a un volontaire qui souhaite le faire?